Pardon? Réponse mécanique. Donc, une activité mécanique. Généralement, il y a une stimulation qui est due à cette électrophysiologie ou bien à ce potentiel d'action. Cette stimulation, elle va nous donner une réponse mécanique. Et généralement, au sein du muscle, c'est quoi? Une contraction. On va voir ce couplage électromécanique. Les conséquences, comme le cœur, c'est une cavité creuse qui va contenir quoi? Du sang. Donc, cette cavité creuse qui va contenir du sang, cette activité électromécanique, elle va avoir des effets, notamment l'augmentation ou bien le jeu de pression et de volume. Donc, on commencera par l'activité électromécanique. Les conséquences sur le plan barométrique et sur le plan pression. Puis, on verra si on est le changement polymétrique, le couplage pression-volume et les explorations convergentes. Donc, l'activité cardiaque, c'est une activité dont je vous apprends bien avec cyclique et périodique. Elle se fait à un certain rythme bien régulier. Généralement, on prend la minute comme moyen de mesure. Donc, n fois dans la minute, combien de fois? Entre 60 et 80 fois dans la minute. Cette activité électromécanique, elle a deux conséquences. La première conséquence, une sur le plan, bien sûr, sa répercussion sur le plan cardiaque, elle va nous donner une période de travail qu'on appelle la systole et une période de repos qu'on appelle la diastole. D'accord? Ce cycle-là, ou bien cette activité électromécanique, donc elle est scindée en deux parties. On remarque que cette activité-là, donc cette activité systolique et diastolique, elle est partagée entre les oreillettes et les ventricules. D'accord? Le temps de la systole, ou bien le temps du travail du cœur, il est seulement le 1/3 du temps. Le repos du cœur, c'est à peu près les 2/3 du temps. Le temps moyen d'un cycle, lorsqu'on est dans des conditions physiologiques et notre cœur bat entre 60 et 80 battements dans la minute, le temps d'un seul cycle, il est entre 0,5, il est en moyenne de 0,8. Les 0,8 sont départagés, 0,5 de repos et 0,3 d'activité ou bien de travail. D'accord? Donc, cette systole-là, elle a pour fin, c'est surtout l'éjection. Et la diastole, elle a pour fin le remplissage du cœur. D'accord? Si je prends ça, c'est du moment que c'est une activité cyclique, c'est périodique, donc ça se répète. Si je prends ça comme un cycle cardiaque, j'avais dit, il va se répéter, cette activité, elle va se répéter entre 60 et 80 fois dans la minute. Je remarque, ce que vous avez ici à l'extérieur, c'est les oreillettes, et à l'intérieur, le ventricule. Si je prends, vous avez le temps de travail, c'est ce qui vient en bleu foncé, et le repos, ce qui vient en clair. Si je prends l'oreillette, je remarque que la systole le temps de la systole par rapport au cycle, il est minime. Donc mon cœur va se reposer plus qu'il va travailler. La même chose, elle est à peu près de 0,1 seconde de travail ventriculaire. Le travail ventriculaire, ou bien la systole ventriculaire, elle est de 0,3 secondes. Le reste, c'est la diastole générale. Là, c'est la diastole générale. Cette activité-là, elle va se répéter et elle a pour conséquence l'éjection et le remplissage du cœur. Là, c'est la pompe ventriculaire. La pompe ventriculaire, donc plutôt la systole ventriculaire. La fin, c'est l'éjection et vous voyez peu de temps, généralement 200 millisecondes, par rapport au temps de repos qui est plus important. D'accord? Donc, la finalité de tout ça, donc j'avais dit que c'était l'éjection, donc la propulsion du sang dans l'organisme. Ok? Également, comme vous l'avez déjà vu, ce cycle-là, il est autonome en quelque sorte. Du moment que le stimulus, il est autonome,
l'activité électrique est due au nœud sinusal, et le nœud sinusal, vous avez vu, c'était un organite ou bien des cellules qui étaient automatiques, indépendantes. Certes, vous allez me dire qu'il y a le contrôle nerveux, surtout par le sympathique, à moins de degré le parasympathique, oui, mais même ça, c'est un système nerveux autonome, végétatif. Même le contrôle de ces cellules-là, qui sont des pacemakers, c'est un contrôle neuro-végétatif. Donc, le cycle cardiaque, c'est la conséquence logique, le cycle cardiaque, c'est une activité qui est, on dira le cœur, c'est lui le patron, puisqu'il est sous l'activité, sous l'effet du nœud sinusal. Donc, cette éjection du sang, on ne peut pas la contrôler. Qui de nous peut arrêter l'éjection de son sang? C'est pas possible. Je peux faire une pause respiratoire, mais je ne pourrais pas faire une pause pour l'éjection du sang. D'accord? Donc, c'est une activité également autonome, du moment que le sinus, il est autonome. Cette activité-là, elle est la conséquence de ce que vous avez vu. C'est-à-dire, je vais répéter, sous l'effet de l'activité électrique. L'activité électrique, elle est à quel niveau? Au niveau du nœud sinusal. D'accord. Et puis la propagation? Myocardique. D'accord, auriculaire, mais comment? J'ai le nœud sinusal qui va se dépolariser en premier lieu. Vous êtes d'accord? Oui. Et puis par la suite? Oui. Le nœud auriculaire, c'est pas le nœud auriculaire. C'est les oreillettes. Ah, les oreillettes. D'accord. Mais comment? La pression. C'est important. Si vous parvenez à voir l'activité électrique que vous avez vue, la suite va être facile. J'ai le nœud sinusal qui va se dépolariser en premier lieu. La conduction de l'influx nerveux au niveau cardiaque, elle se fait de quelle manière? Pardon? Elle se fait? Bon, pour les cours de cardio, également les cours respiratoires, ils sont interdépendants. C'est-à-dire qu'ils se suivent, ils se complémentent. Il n'y a pas de cours. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tout seul. C'est un acheminement. Pour que ce soit facile par la suite, pour que vous ne soyez pas piégés dans les questions, il faut qu'il y ait cet acheminement-là. Il faut que ça ne vous prendra pas plus de 10 minutes. Je sais que maintenant tout le monde révise par le net. Ça ne vous prendra pas 10 minutes de voir le cours précédent. Ça facilite le cours prochain. Ok? Et lorsque vous sortez d'un film, vous avez besoin de 5 minutes de révision parce que vous avez tout en tête. Donc, la propagation de l'influx nerveux au niveau cardiaque, elle se fait de proche en proche. D'accord? C'est de proche en proche. Chaque partie qui est dépolarisée, elle va dépolariser la partie qui est juste à côté. Donc, si le premier, il va se dépolariser, c'est le nœud sinusal, le prochain, c'est l'oreillette droite. Et après l'oreillette droite, c'est l'oreillette gauche. Par la suite, le nœud auriculo-ventriculaire. Il n'y a jamais de passage, il n'y a vraiment jamais de passage entre les deux étages, entre la partie supérieure et inférieure. C'est-à-dire qu'il y a le nœud sinusal qui est dépolarisé en premier lieu, les oreillettes droites et les oreillettes gauches. Puis l'influx, il va être ramassé, il va se retrouver au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Comme vous avez vu, le rôle du nœud auriculo-ventriculaire, c'est de freiner et de filtrer cet influx. De telle manière, lorsqu'il sera écrit vers l'étage inférieur, serait coordonné. Il n'y a pas de passage entre les oreillettes et le ventricule. Sinon, qu'est-ce que ça va donner s'il y avait ce passage-là? Qu'est-ce que je vais avoir? Pardon? Il va y avoir une anarchie dans le travail.
D'accord? Chaque cellule va se contracter à sa façon et à n'importe quel moment. Donc il n'y aura jamais un travail qui est bien ciblé ou bien, comme on dit pour le cœur, c'est un syncytium fonctionnel. Il n'y aura pas cet assemblage du travail. Chaque cellule va travailler à part. Il n'y aura pas une contraction coordonnée. Il n'y aura jamais une éjection coordonnée bien efficace. D'accord? Parce que la pression ne pourra pas augmenter d'une manière également touchable ou bien d'une manière optimale pour l'éjection. D'accord? Donc, au niveau auriculo-ventriculaire, et puis ça descend dans les faisceaux du lys pour contracter ou bien pour dépolariser en premier lieu le ventricule, et puis le ventricule gauche, pardon, et puis le ventricule droit. Sur le plan électrique, sur le plan ECG, ça donne ça. Lorsque c'est le nœud sinusal, ça correspond à cette partie-là. Les oreillettes, c'est l'entrepée. Donc vous allez voir à la suite de l'entrepée, ça reflète l'activité et l'état des oreillettes. D'amplitude, d'intensité, ainsi de suite, ils vont témoigner de l'état de l'oreillette. Le QRS, c'est-à-dire cette partie-là, c'est l'activité électrique, bien c'est l'état des ventricules. C'est à ce niveau-là, si on prenant les sujets, on pourra savoir si c'est si c'est normal, si c'est pas normal. Pourquoi? Parce que ça témoigne de l'activité de ce ventricule-là. Généralement, le QR, c'est pour la partie gauche, le RS témoigne de la partie droite. D'accord? Le QRS en entier, c'est les deux ventricules. Et puis le T, c'est généralement la relaxation. D'accord? Dans ce qu'on va voir par la suite, c'est étage par étage, avec la correspondance sur le plan électrique. D'accord? Donc, les variations de les conséquences de cette activité électromécanique qui vont donner des variations de volume et de pression, parce qu'il y a une activité électrique, et je vous avais dit qu'il y avait une contraction. Cette contraction, elle se fait dans des chambres qui sont remplies de sang, donc d'un liquide, donc ça va créer une pression. D'accord? Donc, il va y avoir une variation de pression et de volume. On avait dit qu'il y avait une systole et une diastole. On va voir maintenant les subdivisions. On verra qu'il y a 5 étapes essentielles dans le cycle cardiaque. D'accord? 5 étapes pour les ventricules. D'accord? 5 étapes essentiellement pour les ventricules. Ça se passe presque la même chose dans le CVR. On verra par la suite les particularités. Ces étapes-là, quand vous voyez ici, c'est juste ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc le complexe qui va entraîner l'activité électrique, qui va entraîner l'ensemble des variations. Nous avons ici les étapes, les différentes étapes, le remplissage, la contraction, chacun à son étage. Là, on reprend dès le début. On verra chaque étape en détail. Les effets qui vont entraîner cette activité électrique, le changement dans les pressions, là c'est le ventricule que vous voyez en orange, dans les pressions au niveau auriculaire et les pressions au niveau aortique. D'accord? Ça, c'est les conséquences de ce couplage électromécanique. Là, c'est des variations de volume. Et tout ça, la partie la plus importante du cycle cardiaque, c'est-à-dire le secret de son existence, c'est ce volume-là. C'est l'éjection de ce volume. Parce que c'est ce volume-là qui va répondre aux besoins de l'organisme. Si j'ai besoin d'un plus, je dois agir, je dois augmenter ce volume-là. Si je suis en état de sommeil ou bien au repos, je dois diminuer les besoins en métabolisme, aussi bien oxygène que nutriments, je diminue ce volume-là. Ce volume, je l'annonce d'emblée, c'est le volume d'éjection systolique. C'est-à-dire la finalité de ce cycle cardiaque, c'est ce volume d'éjection systolique. Okay? Que vous verrez en faisant le débit cardiaque et la pression artérielle en détail. Donc, on commence par le ventricule.
par le cycle des ventricules. Comme vous savez, on avait dit qu'il y avait un étage supérieur, un étage inférieur, qu'il y avait les oreillettes, il y avait les ventricules, mais on pouvait partager également le cœur comment? En deux pans. En deux pans. Une pente droite et une pente gauche. Quelle est la différence entre ces deux pentes-là? Pardon? Oui? Les deux reçoivent et toutes les deux éjectent. La gauche, elle est plus puissante. D'accord. L'une, elle va recevoir du sang qui est riche en CO2 et pauvre en oxygène. Et elle va éjecter, elle reçoit des cales supérieures et inférieures, et elle va éjecter au niveau de l'artère pulmonaire. C'est la pente droite. Et quelle est la caractéristique de cette pente? Qu'est-ce qu'elle a la paroi? Mais moi, fine. Côté droit, la paroi est fine. Pourquoi? Parce que le débit cardiaque reste fait. C'est un réservoir beaucoup plus. Bon, c'est une pente, mais et en plus, surtout, c'est un système à basse pression. C'est un système à basse pression. Vous serez moins fatigué. C'est bon. Donc, système à basse pression. Pourquoi? Parce que les artères pulmonaires, on va le voir tout à l'heure, la pression n'excède jamais 25 mm de mercure. Contrairement à la pompe gauche, qui dans le sang il est riche en oxygène, c'est une pompe, c'est la véritable pompe d'éjection parce qu'elle éjecte contre un système à haute pression, qui sont les artères. Et c'est elle, la paroi du VG, qui est plus épaisse. Pourquoi? Parce qu'il fournit plus d'efforts pour pouvoir vaincre la post-charge. La post-charge, c'est-à-dire les résistances qui sont en aval qui vont essayer de bloquer l'éjection. D'accord? Là, on commence par le début, c'est-à-dire par la systole ventriculaire. Nous avons dit que le ventricule, c'était une cavité, une chambre. D'accord? C'est très simple. C'est trop simple. C'est une chambre à deux portes. L'une communiquant avec les oreillettes et l'autre avec l'arbre. D'accord? Elle a donc deux valves. Les portes, c'est les deux valves. On a la mitrale à ce niveau-là. Et on a l'aortique à ce niveau-là, pour le gauche. Et on a la tricuspide et la recette de l'artère pulmonaire. Ok? Au début, lorsque l'influx nerveux arrive, lorsque la stimulation arrive, elle va entraîner, elle commence par l'apex, par la pointe. D'accord? La première partie qui va être stimulée, c'est la pointe. Donc, la contraction, elle commence vers le bas. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour cela que on voit le corps de bas, il devient globuleux, puis il devient pyramidal. Globuleux et pyramidal. Pourquoi? Parce que les ventricules sont stimulés au niveau de la pointe. Donc, c'est elle qui remonte. En remontant, il devient globuleux. Quand il se relâche, il reprend sa forme de pyramide. D'accord? Donc, la contraction qui commence à ce niveau-là, elle va mettre en tension le sang. Le sang, il est à l'intérieur, il est incompressible, c'est un liquide newtonien, il a toutes les caractéristiques ici d'un liquide newtonien, donc il ne peut pas se comprimer. S'il ne peut pas se comprimer, si cette contraction ne peut pas comprimer, c'est-à-dire ne peut pas réduire le
D'accord? Lorsque la contraction commence, le liquide est incompressible, la pression va augmenter, de telle sorte qu'elle devient supérieure à celle des oreillettes. Cette première partie, c'est une contraction pré-isovolumique. Une contraction pré-isovolumique. Une fois que la pression dans les ventricules devient supérieure à celle des oreillettes, que se passera-t-il? Il va y avoir une fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Donc il va y avoir une fermeture de la mitrale. La contraction continue, pardon. La contraction elle continue. Et là, je vais avoir une contraction isovolumétrique. La chambre est complètement fermée. Les deux valves sont fermées. La contraction continue. Et donc, la pression continue à augmenter. La pression ne peut pas continuer à augmenter éternellement. Il faut bien qu'il y ait un soulagement. D'accord? À un moment donné, la pression dans ces ventricules, elle va devenir comment? Logiquement. Elle va être supérieure à celle de l'aorte. Et si elle devient supérieure à celle de l'aorte, que se passera-t-il? Là, la valve aortique va s'ouvrir. Au début, la pression dans les ventricules était plus basse que celle de l'aorte. Donc la valve était fermée. Elle était plus basse que celle des auriculo-ventriculaires ou bien de la mitrale. Donc elle était ouverte. La contraction est là. La pression commence à augmenter. Elle devient supérieure à celle de l'oreillette. Parce que comme on l'a déjà vu, faisons le schéma général possible, lorsque le ventricule est en systole, les oreillettes sont à quelle étape? En diastole. Donc, elles sont en train de se relâcher. Donc, leur pression, elle diminue. Par contre, celle du ventricule augmente, donc je vais avoir fermeture de ce niveau-là. La pression continue à augmenter, elle va devenir supérieure à celle des autres, de la haute ouverture avec une éjection. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Est-ce qu'il y a une question précise? C'est simple. J'ai une chambre. Imaginez le cœur comme un ballon. D'accord? J'ai là deux sorties. Ok? Au début, c'était ouvert. Pour se remplir. Oreillette, ventricule, c'était ouvert. Donc, passage du sang, le cœur de va. Hop, la contraction commence. La contraction, comme on a vu, c'est anatomique. La contraction commence par les apex. Le faisceau de His, le Purkinje, comme vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vu l'anatomie? Oui. Donc, ça commence à ce niveau-là. Si vous l'avez pas en anatomie, vous l'avez vu en électrophysiologie. Donc, ça commence au niveau de l'apex. Le stimulus est allumé, la contraction commence. D'accord? Et ça se fait de proche en proche. Toujours de proche en proche. Lorsque le cœur se contracte, imaginez un ballon sur lequel vous appuyez, la pression, il contient un liquide incompressible, donc la pression va augmenter. Lui, il est en systole, sa pression augmente. Les oreillettes en haut, elles sont en diastole, leur pression diminue. D'accord? La pression devient supérieure. Les valves plongeantes à l'intérieur, hop, elles se ferment. Ok? Et là, commence la contraction isovolumétrique. Pourquoi? Parce que c'est le même volume. C'est le même volume. Le volume, au début, c'était pré-isovolumétrique. Maintenant, c'est le même volume parce que c'est une chambre fermée. Je continue à appuyer dessus. La contraction continue. Et donc, la pression augmente toujours. Lorsqu'elle devient supérieure à celle de la ouverture de la valve s'ouvrit, et hop, le sang va être éjecté. Et là, ça commence la période de l'éjection. Est-ce que c'est clair pour la contraction isovolumétrique et isovolumétrique? Ok? Donc, là, c'est la période de l'éjection. J'ai ouverture de ma valve
de la plaque pulmonaire. Là, la contraction, elle continue, elle est isotonique cette fois-ci. Au début, elle était iso-volumétrique. Elle se fait avec le même volume. Mais la tension augmente. Elle augmente. Maintenant, elle continue d'une manière isotonique, c'est-à-dire avec la même intensité pour s'arrêter. Elle arrive au niveau maximal, et puis, hop, c'est la fin. Elle va arriver à ce niveau-là, et hop, c'est la fin. Là, elle va commencer les psychologues aortiques que vous verrez interpulmonaires qui sont ouvertes. Là, elle va commencer l'éjection. D'accord? Là, il va y avoir l'éjection. On verra par la suite en faisant le volume. Cette éjection-là, c'est pour éjecter ce que je viens de dire, le BES, qui est aux alentours de 70 millilitres. Cette éjection, elle se fait en deux étapes. Ça va, le volume, elle se fait en deux étapes. Cette contraction isotonique et la source de l'éjection. L'éjection se fera en deux étapes. Une éjection rapide et éjection lente. Rapide, pourquoi? Logiquement. Je sais que c'est l'après-midi, je sais que vous êtes fatigués, mais quand même. Puis j'ai l'habitude de donner des cours interactifs. C'est-à-dire que je ne viens pas ici juste pour parler. Il faut qu'il y ait votre participation. Sinon, on n'avance pas. Donc, que se passe-t-il? Sous tension, imaginez un ballon dans lequel il y a du liquide et il est sous tension. Un jour, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Injection. Et donc, éjection. C'est logique. Vous avez quelque chose sous tension que vous piquez. Vous avez vos oreilles. Hop! Une forte éjection. C'est une éjection rapide, secondaire à la forte pression sous laquelle il était comprimé, ou bien la pression à laquelle il était soumis. D'accord? Et donc, je vais avoir cette éjection rapide. Qui, par la suite, il y a une éjection lente. Parce que lorsque est sous tension, la pression était très supérieure à celle de l'aorte. Vous êtes d'accord? Et donc, le sang va passer. Lorsque le sang il va passer, que se passe-t-il au niveau cardiaque? Au niveau ventriculaire, pardon. La pression va au niveau aortique. À un moment donné, il va y avoir un équilibre. D'accord. L'une, elle diminue, l'autre, elle augmente. Oui ou non? D'accord. À ce moment-là, il y a quand même, l'éjection continue quand même, d'une manière longue. La première partie d'éjection rapide, elle se faisait sous l'effet de la pression. La deuxième partie d'éjection lente, elle est due à la cinétique du sang. J'explique. Je donne le même exemple que je donnais à mon camarade. Il y a souvent entre tous ceux qui ont joué au jeu de la femme. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un connaît la femme? Bon, lorsque vous prenez un caillou, vous l'attachez avec un fil et vous faites ça. Que se passe-t-il? C'est le jeu de Pini. Que se passe-t-il? Hein? Il y a une vitesse. Pourquoi je fais ce mouvement d'abord? Pourquoi ce mouvement circulaire à mon niveau? Et lorsque je le lâche, ça se déplace. Pourquoi? Ce mouvement-là, je lui donne une certaine énergie cinétique. Lorsque je le lâche, il va se déplacer par l'effet, bien sûr, l'effet de cette énergie, jusqu'à épuisement de cette énergie. Plus je fais un mouvement plus fort, plus il se déplace plus loin. Si je fais un mouvement petit, il risquera de tomber jusqu'à côté. Oui ou non? C'est la même chose que pour le sang. C'est le même principe. Lorsqu'il était sous tension, il ne parvenait pas à se comprimer. Il a emmagasiné de l'énergie sous l'effet de cette pression-là. Lorsqu'on a ouvert, même si les premiers
les premières gouttes de sang, ou bien les premières parties de sang s'est déplacée sous l'effet de pression, les autres, ils vont s'accrocher, ils vont se déplacer par l'effet ou bien en consommant l'énergie cinétique. D'accord? Donc, première partie d'éjection, c'est sous l'effet de la pression. La deuxième partie de l'éjection, c'est sous l'effet de l'énergie cinétique qu'il a emmagasinée ou bien qu'il a mis en réserve au moment de la contraction. C'est clair? Sachez que, à la fin du remplissage, je vais vous dire par la suite, il y avait un volume qu'on dit télédiastolique, ou bien de fin de remplissage. Ok? Lorsque le cœur vient sur le ventricule, il est ouvert. Je vais reprendre tout ça par la suite avec un graphique. Lorsque le cœur va éjecter, il va éjecter juste une partie du sang. Il ne se vide jamais. Les ventricules ne se vident jamais. Après éjection, il y a toujours un volume télésystolique. Il y a toujours un volume télésystolique. Ou bien, à la fin de la systole, il reste toujours une petite quantité de sang à l'intérieur des ventricules. D'accord? Ça, c'était la contraction. Donc, l'énergie de la contraction, il m'a permis l'éjection rapide et il m'a permis de donner en mon sang de l'énergie cinétique qui lui a permis de continuer sans une éjection ou bien une éjection lente. En plus cette éjection-là, cette contraction-là, elle va donner, lors du début de l'éjection, elle va donner de l'énergie pour la horte. Le cycle cardiaque, je m'explique. Le cycle cardiaque, il est comment? Il est périodique. Ceci dit, l'éjection est périodique. Donc, à un moment donné, je fais parvenir du sang dans la horte et à un moment donné, je l'arrête. Oui ou non? Est-ce que la perfusion de notre organisme également se fait de la même manière? Ou bien c'est une perfusion continue? Continue. Oui. Elle est comment? Elle est continue. D'accord? Donc il n'y a jamais interruption de sang. Il y a toujours du sang qui est mis à la disposition des organes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'éjection, c'est tout un bolus qui va passer dans la horte. Vous êtes d'accord? On va dire la horte, elle est comment, sa structure? Elle est élastique. D'accord? L'éjection rapide, elle va faire passer un bolus très important de sang. Il va distendre la partie proximale de la horte. D'accord? Il va distendre la partie proximale de la horte. Les premières gouttes vont passer, elles vont circuler, et une partie, elle va être genre d'une boule au niveau de cette artère pulmonaire, cette aorte, mais également l'artère pulmonaire. Okay? Au moment de la diastole, ventriculaire, la pression va chuter. Vous êtes d'accord? Fermeture, la pression, elle chute. L'aorte qui était sous le choc, ou bien sous l'effet de la pression qu'elle a reçue par l'arrivée du sang, elle va revenir, les parois élastiques vont revenir à leur diamètre initial. Et donc, que se passe-t-il? Elles vont chasser le sang qui va continuer son trajet. Et donc, il n'y a jamais un arrêt d'irrigation. Il y a toujours du sang à l'intérieur des vaisseaux. Juste après, il va y avoir la prochaine système. Et ainsi de suite. Donc, j'ai du sang en continu dans mes gros vaisseaux. D'accord? Ce qui explique l'irrigation ou bien la perfusion en continu, ou bien la présence du sang en continu dans nos vaisseaux. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Je passe. Donc, on passe à la diastole. C'est simple. C'est à peu près l'inverse de ce qu'on a vu pendant la systole. Je vais avoir le ventricule qui va chasser son sang. Vous êtes d'accord? La pression Elle va va baisser. jusqu'à
devient inférieur à quoi? À celle de l'aorte. Inférieur à celle de l'aorte. L'aorte qui est ouverte. D'accord? Jusqu'à ce qu'elle devienne inférieure à celle de l'aorte. Et si elle devient, l'aorte, sa pression a augmenté, elle a reçu du sang, elle est sous tension, sa pression a augmenté, le ventricule commence sa relaxation. Donc, sa pression va chuter. À un moment donné, elle va être inférieure à celle de l'aorte. Que se passera-t-il? Fermeture de la cigouille, fermeture de la valve aortique. D'accord? Et là, je vais avoir au niveau de la chambre, elle est comment? Elle est fermée. Donc, je vais avoir une relaxation isovolumique. C'est une relaxation isovolumique. C'est une chambre fermée, vide, presque vide. Bon, on dira vide, sans faire allusion au volume télésystolique. Donc, c'est une contraction qui se fait avec le même volume. Et là, c'est la circulation dont je viens d'expliquer pour l'aorte, qui se fait d'une manière continue. Si la pression, elle a chuté, le ventricule commence sa relaxation, le sang il continue à être chassé de l'aorte pour passer au niveau des autres vaisseaux. Pour après, il y avait une contraction, une relaxation volumétrique, la relaxation continue. Donc la pression, qu'est-ce qu'elle fait? Si la relaxation continue, le relâchement continue, que se passera-t-il? Logiquement. Essayez de voir. Ici, cardiaque, c'est un jeu, c'est un petit jeu. Jeu de pression d'un volume que vous imaginez seulement. La pression, elle chute. Hein? Si elle chute, si le cœur est en diastole, les ventricules sont en diastole, les oreilles sont en systole. Qu'est-ce qui se passe dans les oreilles? La pression augmente. La pression des ventricules diminue. Éjection. Des valves ventriculaires. D'accord? Il va y avoir ouverture des valves auriculaires. Et s'il y a ouverture des valves auriculaires, qu'est-ce qui se passe? Passage du sang. Les oreillettes, sous tension, il va passer dans les ventricules. La même chose, on va avoir plusieurs temps. Mais là, pour le remplissage, je vais avoir 3 temps. Le même principe pour l'éjection, plus un temps. Et on verra que ce temps-là, il est capital dans certaines circonstances. Donc c'est simple, c'est un remplissage passif. Pourquoi on a précisé passif? Parce qu'il n'y a pas de consommation d'énergie. Il se fait seulement sous le gradient de pression. Haute pression, basse pression, ouverture, passage jusqu'à l'équilibre. Le remplissage passif, il est rapide, il est très rapide. Il a tendance à augmenter la pression rapidement dans les ventricules par cette arrivée de sang-là, jusqu'à ce qu'il devienne égal à celui des oreilles. Le ventricule, il est toujours en diastole. Donc, les oreillettes sont toujours en systole. Le ventricule, il est en train de se relâcher, de se remplir. Les pressions, à un moment donné, deviennent égales. Et si les pressions sont égales, le flux va tendre vers zéro. C'est ce qu'on appelle le diastasis. Ce moment où on a l'impression que le remplissage s'est arrêté, c'est le diastasis. Ce diastasis-là, il est très important dans certaines conditions, dans certaines situations, pas certaines situations. Si je commence, bon, je termine, puis rappelez-moi, je réexplique le diastasis. Là, passif, remplissage.
Donc, qu'est-ce qu'on vient de 20% du à la contraction de l'oreillette. Et c'est un remplissage actif. Pourquoi on dit actif? À quel niveau? Au niveau des oreilles. Il y a une consommation d'énergie au niveau des oreillettes. Les oreillettes qui sont contractées ont tendance à se vider. Quand un doigt devant, elles se vident dans les ventricules. Et elles sont responsables de cette contraction terminale, cette dernière phase de contraction de la systole, de l'oreillette, elle est responsable de 20% du remplissage du ventricule. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, on a à peu près fait le tour du cycle ventriculaire. On a commencé par une contraction isovolumétrique, éjection rapide, éjection lente, diastole basse, en passant la diastole, la diastole isovolumétrique, le relâchement, relaxation isovolumétrique, hop, couverture, remplissage rapide, diastasis, remplissage actif. Et là, la pression, par l'arrivée du sang, la pression va augmenter. Là, les oreillettes ont terminé leur systole, elles vont passer en diastole. Et là, le numéro 2, il est à quel niveau? Au niveau du pétrolier, du permis, parce qu'elle a terminé sa contraction. Donc, hop, rebelote, prochain cycle. D'accord? Le diastasis. Si je suis notre activité cardiaque, elle est de combien? Combien j'avais dit? Combien de cycles? 80 par minute. 60 à 80 par minute. Ça, lorsque je suis au repos. Et si je vais m'amuser à faire l'exercice physique, que se passera-t-il? Qu'est-ce qui va augmenter? Le débit cardiaque. On a parlé juste un petit niveau. D'accord? Il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Également, en activité, qu'est-ce qui va augmenter? Les besoins, la consommation. Et comment je vais assurer cette consommation? En augmentant les apports. D'accord, je vais augmenter les apports. Les apports, je vais les augmenter comment? Il faut que mon cœur, que ma pompe pompe plus de sang pour faire parvenir l'énergie et les nutriments. D'accord? Donc, elle va battre à quel rythme? Disons à 150. On va prendre l'exemple 150. D'accord? Ces 150-là, cycles par minute. D'accord? Au début, j'avais un temps de 0,8 secondes lorsque je suis au repos. J'avais le temps de faire mon remplissage, j'avais le temps de faire mon injection. D'accord? Maintenant, tout est rapproché. Si je diminue le remplissage, les conséquences, c'est quoi? Je diminue le temps du remplissage du ventricule. Je vais diminuer l'éjection. Si je diminue le temps d'éjection, je diminuerai l'arrivée, ou bien je pourrai pas répondre aux besoins. Vous êtes d'accord? Et si je diminue le remplissage, je diminue le VS, le volume d'éjection systolique, et donc je ne pourrai pas répondre aux besoins. Donc, je ne peux toucher ni le temps de l'éjection, ni le temps du remplissage. Qu'est-ce que je peux enlever? Le diastasis. Le temps du diastasis va s'écouter jusqu'à disparaître. D'accord? Lors d'efforts, j'augmente la fréquence cardiaque pour ne pas gêner mon BES, c'est-à-dire que le BES soit conservé, je peux écourter le diastasis et même l'enlever. Sans de répercussions fonctionnelles, physiologiques sur mon cycle cardiaque et sur mon volume d'éjection systolique. D'accord? Est-ce clair? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez suivi jusque-là, c'est bien. C'est clair?
passer en quelque sorte de répéter. Bon, quand on a dit pour le remplissage, c'est-à-dire pardon, c'est gênant et c'est fatigant surtout qu'on est en Algérie. D'accord? Donc le remplissage, 80% c'est le remplissage facile, secondaire, qui se fait normalement à la diastole, mais secondaire au relâchement du ventricule, et 20% sont secondaires à la systole auriculaire. Ok. Les étapes, donc, ce qu'on a vu pour mon cycle ventriculaire, on a déjà vu droite, gauche, c'est la même chose, c'est idem. Contraction isovolumétrique, puis j'ai une éjection toujours en systole. J'ai une contraction et une éjection. Donc, pré-iso. Éjection rapide, éjection rapide. Pour la diastole, j'ai une relaxation isovolumétrique, un remplissage rapide, intermédiaire et terminal. Là, ça concerne les deux ventricules. Pour le cycle auriculaire, lui, il est très simple. Il y a une systole et une diastole, une éjection et un remplissage. D'accord? Il n'y a pas de différents temps. Il y a systole et il y a une diastole. Il y a un remplissage et une contraction. D'accord? Est-ce que c'est clair? Les oreillettes, elles reçoivent du sang de quel niveau? Droite, 24 supérieur et inférieur. Et pour les côtés gauche, est-ce qu'elles reçoivent du sang d'une manière continue ou bien discontinue? Presque continue. Okay. Leur remplissage est presque continu. Parce qu'il n'y a pas de balle, c'est un jeu de pression. C'est l'augmentation de la pression qui va jouer le rôle d'un bouchon qui va arrêter le remplissage. Sinon, ça va être, il va y avoir des problèmes. Donc, l'augmentation de la pression au moment de la systole, elle fait d'une manière transitoire comme un bouchon qui va arrêter le remplissage momentanément. Dès qu'il y a une dépression, hop, remplissage. OK? Maintenant, on passe au groupe des pressions. C'est simple, c'est très simple. Il faut juste suivre. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Bon, là, j'ai la courbe aortique. Là, c'est le CG. Tout dépend de la fréquence cardiaque. D'accord? Tout dépend de la fréquence cardiaque. Tout dépend du potentiel d'action, de l'activité électrique. On a dit que cette activité électrique va entraîner une activité mécanique, et cette activité mécanique va nous donner des variations barométriques ou bien au niveau de la pression, et des variations volumétriques ou bien au niveau des volumes. OK? Donc, là, j'ai mon classique en pointillé, c'est la courbe concernant les ventricules. OK? Et là, c'est la courbe concernant les oreillettes. Et là, c'est celle de là. C'est la même que ce que j'ai présenté au tout début, mais là, c'est la même. Là, les oreillettes, là, les ventricules, et là, là. J'ai pris cette courbe-là parce qu'il y a plus d'indications et c'est plus didactique. Donc, j'ai à ce niveau-là, donc c'est l'oreillette. L'oreillette, elle est en activité. Ok? Si elle est en systole, c'est quelle partie de mon ventricule? Elle est en systole auriculaire. Mon ventricule, il est en diastole. Et là, c'est le remplissage des ventricules. Terminal. C'est le remplissage terminal. Vous voyez en mode, c'est le remplissage terminal. À un moment donné, on avait dit que les pressions étaient de données égales, puis le remplissage actif, et puis hop, la pression au niveau des ventricules va augmenter, et je vais avoir une fermeture
porosité de la mitrale. Si j'ai une fermeture de la mitrale, et là, mon cœur, cette période-là, ce niveau-là, est comment? Fermeture de la mitrale, les traits, là et là, c'est les valves. Donc, fermeture de la mitrale, l'aortique n'est pas encore ouverte. Donc, c'est la période de quoi? Cette petite période. Là, la contraction isovolumétrique. La contraction isovolumétrique. Qu'est-ce que vous remarquez sur le plan de pression? Vous voyez les périodes sur le plan pente et vous voyez la période de la contraction isovolumétrique. Qu'est-ce que vous remarquez également sur le plan de pression? Faites analogie entre le temps et la pression. Rapidement, vous êtes appelé à être rapide dans la constatation. Le temps est réduit. Et si vous remarquez, pour un axe de temps vraiment réduit, cette chambre, ou bien cette contraction isovolumétrique, vous remarquez, je passe de là, presque zéro. La pression était presque zéro. Je remonte à peu près jusqu'à 100, voire 120. Okay? Cette période-là, malgré qu'elle est restreinte, l'énergie du cœur, la majorité, pour ne pas dire 70% à 80% de l'énergie est consommée à ce niveau-là. Pourquoi? C'est une contraction vraiment énergique. Elle ramène la pression de 0, presque 0, jusqu'à 100%. D'accord? La contraction isovolumétrique, c'est l'étape la plus consommatrice d'énergie. C'est l'étape la plus consommatrice d'énergie. D'accord? Par la suite, la pression, elle égalise celle de l'aorte et j'ai une éjection. D'accord? J'ai une éjection, comme vous le remarquez, d'abord rapide, la pression continue à augmenter, elle devient rapide, elle égalisation de pression, et puis la pression du ventricule diminue. Là, c'est la période de remplissage terminal, ou bien un remplissage lent, l'éjection lente. D'accord? Puis la pression, fermeture de l'aorte. Là, la chambre, elle est comment? Elle est fermée. C'est la période de quoi? Je passe. Ce qui est vert, c'est la diastole. C'est la diastole ventriculaire. Je passe en diastole. Ma chambre, elle est fermée. Cette partie-là, les deux. C'est quoi? La relaxation isovolumétrique. Donc, remarquez la même chose, la pression dans cette relaxation isovolumétrique, la chute de pression est très importante. Okay? Donc, la contraction isovolumétrique et la relaxation isovolumétrique sont deux étapes très importantes. L'une, elle est consommatrice d'énergie, ce qui fait le travail du cœur. D'ailleurs, parce qu'il y a une insuffisance cardiaque, généralement, cette étape-là qui est touchée. Okay? Généralement, cette contraction n'est plus efficace. Et d'ailleurs, comment on peut déterminer que ça se termine par la courbe des deux volumes qu'on a jusqu'à la suite. Ok? Et donc, égalisation des trucs, hop, remplissage de mon cœur. Sur le plan volume, là, l'éjection, le volume va diminuer, et hop, ouverture des valves, hop, augmentation du volume. Quand vous remarquez, là, c'est le zéro. Là, c'est le zéro. L'éjection n'atteint jamais le zéro. Le ventricule ne se vide jamais. C'est clair pour la courbe de pression du volume côté ventricule. Je passe à l'oreillette. C'est simple. J'ai
ma contraction, augmentation de la pression. Hop, je vais avoir ouverture et j'ai cet assaut là. Pourquoi? Et pourtant j'ai une ouverture et, j'ai la fermeture et il n'y a plus de passage du sang. Pourquoi la pression? Il y a cet assaut de pression et puis hop, 10 minutes pour attendre la prochaine contraction. C'est clair que cette partie qui est en manque, c'est la contraction. Donc la pression augmente. D'accord? Et je passe en diastole. La chambre, elle est fermée. J'ai cet assaut-là. Pourquoi cette augmentation de pression? Non. J'ai dit fermeture. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Fermeture de quoi? Rapidement. La mitraille. Les valves de mitraille, elles sont comment? Elles vont dans le ventricule. D'accord? C'est deux piliers, droit et gauche, qui sont plongeants dans le ventricule. Lorsqu'elles se ferment, elles font un assaut. Et donc, hop, une augmentation de la pression dans l'oreille. D'accord? C'est ce qu'on voit, c'est ce type d'endroit-là. Ok? Et puis la pression, c'est juste le temps de la monture, et puis elle rechuge jusqu'à la prochaine contraction où elle va monter de nouveau. C'est clair pour elle? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Je passe à celle de la haute. La haute, je vais commencer je prends au départ ce point-là. L'ouverture de la haute. S'il y a ouverture, que se passera-t-il? Éjection. Si le sang passe dans la haute, que se passe-t-il? Augmentation de la pression jusqu'à ce qu'à un moment donné soit égal et elle commence à chuter. Et là, lorsqu'elle chute, je vais avoir fermeture de la valve aortique. Et hop, j'ai l'angle, comme on dit, dicrote. Voilà, c'est l'angle dicrote. Au début, c'est la nécrote qui va à bout, et puis dicrote, c'est secondaire au retour. Donc, le retour de la paroi, pour faire circuler le sang, elle donne cet aspect-là. Cette courbe-là, vous allez la revoir dans la courbe de la pression artérielle. C'est cette courbe-là. Donc, gardez en tête que là, c'est l'éjection, et là, c'est le retour de la paroi élastique. C'est le retour de cette paroi-là. Tous ces phénomènes-là, pression dans la haute, pression dans l'oreille, pression, le jeu de pression dans les ventricules, également les variations du volume, sont coordonnées avec l'activité électrique. Sont coordonnées avec l'activité électrique. Je dis un mot, j'avance, quelque chose qu'on verra par la suite. Chaque ouverture, ou plus très exactement, chaque fermeture des valves me donne un bruit. Vous avez le B1 ici, qui est secondaire à la fermeture de la mitraille et la tricuspide, et le B2 secondaire à la fermeture de la aorte et de l'artère pulmonaire. D'accord? C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Là, c'est l'activité électrique en fonction des différentes étapes. On vient de dire depuis tout à l'heure. OK? Pas la peine que je me fasse ça, parce que vous avez saisi. Donc, ce qu'il y a à garder de ce jeu de pression, on l'a déjà dit, c'est ces pressions-là. Qu'est-ce que vous remarquez? On avait dit qu'il y avait des variations, il y avait une activité électrique, une activité mécanique, une activité changement volumétrique et un changement dans la pression. Tout ça pour aboutir à l'éjection. Donc vous remarquez, il y a certaines. Bon, je vous laisse faire votre constatation. Quelle est la remarque qu'on peut faire?
Jusque-là, c'est les mêmes valeurs. Et les points de rencontre. C'est ce qu'on disait pour ce qui est de la horte, c'est la pression. Bien, c'est la pression systolique des oreilles. La diastolique, c'est ce que vous mesurez également. Et la pression moyenne, vous allez voir, c'est elle qui va être contrôlée. C'est la pression qui sera contrôlée. Ce n'est pas la systolique, ce n'est pas la diastolique. Vous allez voir que c'est la pression moyenne qui est régulée, sur laquelle vont intervenir les différents facteurs pour essayer de maintenir notre pression dans les larmes. Donc, en plus, il y a quelque chose à remarquer, que les pressions, toutes les pressions, aussi bien dans le ventricule droit, au niveau de l'oreillette droite, au niveau de l'oreillette gauche, au niveau de l'artère pulmonaire, c'est des petites pressions. C'est des petites pressions. C'est un système à basse pression. Il n'y a pas vraiment une consommation notable d'oxygène ou bien d'énergie. Okay? Contrairement au ventricule gauche, il fait un effort pour lutter contre la post-charge. La post-charge, je vous dis, c'est les résistances qui vont s'opposer à l'éjection. Il fournit plus d'efforts, donc il augmente plus de pression. Nous avons vu que cette pression, pour atteindre ces 125 mm de mercure, c'était surtout au niveau de la période de la contraction isopolymétrique, et qui c'était une période qui consommait beaucoup d'énergie. D'accord? C'est clair? Bon, les volumes qui sont éjectés, ou bien pendant les volumes à garder, vous allez les utiliser par la suite. Le volume d'éjection systolique, donc vous avez vu que c'était la partie qui était éjectée dans la horte, il est égal à peu près à 100 ml de sang. Le volume télédiastolique, comme son nom l'indique, c'est le volume en fin de diastole, c'est-à-dire le volume, pardon, le volume en fin de remplissage, lorsque le moteur a arrêté, en fin de remplissage, je vous alentours de 160. Ça, c'est du moyen. Vous trouverez entre 130 jusqu'à 160, voire 180. Au-delà de 180, c'est à peu. Ok? Donc, c'est le volume en fin de remplissage et on l'appelle volume télédiastolique. Volume de la fin de la diastole, de la fin du remplissage. Le volume télésystolique, c'est le volume de la fin de l'éjection. Ce qui reste, c'est à peu près 60. C'est les moyennes. Vous trouverez c'est entre 30 et 60, également jusqu'à 80. Donc, pour mon BS, ce que j'ai éjecté, c'est ce volume-là, c'est ce volume-là, moins ce volume-là, je vais avoir le volume éjecté. D'accord? C'est le VTD, le volume télédiastolique, moins le volume télésystolique. Et bien sûr, ce cycle-là, cette éjection-là, elle est en fonction de la fréquence cardiaque. D'accord? Là, c'est la courbe pression volume. Nous avons vu que c'était ainsi. Là, c'est en résume ce qu'on avait dit depuis tout à l'heure. Là, c'est la courbe pression volume. D'ailleurs, c'est ce qui varie en pathologie. Vous verrez, lorsqu'il y a pré-charge, post-charge, augmentation et diminution, c'est cette courbe. D'accord? Donc, là, c'est la diastole. Je vais avoir remplissage, volume télédiastolique. C'est le volume, et là, c'est la pression. Okay? J'ai le remplissage, qui va augmenter. Mon volume également va augmenter. Là, j'ai la contraction isovolumétrique, la consommation d'énergie. Et hop, là, mon éjection avec le début de la systole et l'éjection. Le volume télésystolique. Alors, la relaxation isovolumétrique. Là, c'est chez un sujet normal. S'il y a un problème
apprendre que les différentes étapes vont se déplacer. D'ailleurs, on laisse nous interroger, je vais avoir une façon de voir. D'accord? C'est ce qui sera étudié pour voir la compression brusque. C'est le miroir du fonctionnement du cœur. Et les pathologies, généralement, elles vont avoir des effets de réflexion sur cette courbe-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait deux pentes. Pente droite et une pente gauche. D'accord? Nous avons dit que c'était deux pentes qui travaillaient côte à côte. D'accord? En faisant la contraction et en parlant d'infirmière 2, qu'est-ce qu'on avait dit? Essayez de suivre moi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Naissance de l'infirmière 2 au niveau? Ok. On passe au niveau droit puis gauche. Ok. Là, c'est la systole. Les pressions deviennent plus importantes. Quelle est la valve qui va s'ouvrir en premier lieu? La mitrale ou bien la tricuspide? La tricuspide. Ça, c'est le droit, et ça, c'est le côté gauche. La tricuspide qui va s'ouvrir en premier. Et puis, en second lieu, côté gauche. D'accord? L'individu va descendre. Ok? L'individu va cheminer pour le ventriculaire, lisse, ok? Et puis la contraction des ventricules. Là, la contraction commence. La pression va augmenter dans les ventricules. Quelle est la partie dont la pression va augmenter au premier lieu? Le gauche. Et donc la pression au niveau gauche, au niveau du ventriculaire gauche, va devenir supérieure à celle de l'aorte avant de VD à l'artère pulmonaire. Oui ou non? Je répète. Nous avons dit que la contraction du niveau des oreillettes, c'est le côté droit avant le côté gauche. Et la tricuspide s'ouvrait avant la mitrale. C'est ça. Logiquement. Ni un décalage qui est vraiment minime. Le décalage est de 50 millisecondes. Et puis, l'influx va descendre. Je vais avoir le VG qui se contracte avant le VD. Vous êtes d'accord? Anatomiquement. La pression augmente. Ici, la contraction a commencé dans le côté le VG avant le VD. Donc la pression va augmenter dans le VG avant le VD. Oui ou non? Donc l'aorte s'ouvre avant l'artère pulmonaire. Qu'est-ce que vous remarquez? Pardon? Le côté droit, le ventricule droit, reste ouvert plus que le ventricule gauche. D'accord? Il va être plus ouvert que le gauche. Celui-là, dans la respiration, dans la temps, il va s'entendre. Celui-là, il est allumé et il reste le temps de relaxation de ce côté-là est légèrement plus petit que celui du côté droit. D'accord? Donc il y a un asynchronisme, mais qui est plus natal. Il y a à peu près de 50 millisecondes. Il y a une différence que vous avez calculée de 2 temps, mais de 50 millisecondes. Mais qui qu'on ne ressent pas. Quand est-ce qu'on va la voir? Quand est-ce qu'on la remarque? En faisant l'analyse des bruits du cœur. Parce que j'avais dit, les bruits c'était dû à la fermeture des valves. Combien de valves j'ai? 4. Et combien de bruits? Il y en a 2 bruits, physiologiquement c'est un sujet sain. On verra ensuite, en réalité, il y en a 4. D'accord? Donc il y a 2 bruits physiologiquement chez un sujet adulte sain. Ok? C'est le B1 et le B2. Je vais reprendre juste après. Donc, s'il y a le B1 et le B2, donc on a l'impression qu'il n'y a que 2 valves qui se ferment.
En réalité, le B1, c'est deux vagues en même temps. Il y a un léger tellement l'axe de temps il est réduit. On a l'impression que c'est un seul bruit lorsqu'on entend, lorsqu'on ausculte avec le stéthoscope. Et lorsqu'on fait le phono, on remarque qu'il y a plusieurs composantes. D'accord? La même chose pour le B2. On a l'impression que c'est un seul bruit. L'oreille détecte certaines fréquences, mais pas au-delà. Ok? Avec le phono, on va remarquer qu'il y a plusieurs composantes. Donc, il y a un asynchronisme entre les deux points, droite et gauche. Et cette différence-là, elle est tellement minime, il y a un décalage entre les deux cœurs, mais elle est tellement minime que lorsqu'on entend les deux, on a l'impression que les bruits sont fusionnés. Et que mon cœur, c'est un syncytien fonctionnel. C'est-à-dire, malgré qu'il y a 4 cavités, malgré qu'il y a 2 étages, malgré qu'il y a le jeu se fait comme différentes pressions, basse pression et haute pression, il reste un seul syncytien fonctionnel. C'est-à-dire qu'il fonctionne comme un seul organe, sans les différences, sans les différentes variantes. D'accord? C'est clair? Le phono, donc le phono, c'est pour enregistrer ces bruits-là, les bruits le premier des bruits, la tourniture de la tricuspide et de la mitrale, et le deuxième bruit, le B2, c'est la tourniture de l'aortique et la pulmonaire. Le premier bruit, il est ici, il est lent, le deuxième, il est sec et court. Ces bruits-là, vous voyez, là, le B1 il survient au moment de la systole et il est protosystolique. En pathologie, pour différencier, je vais voir ça en faisant une mesure de cardio, pour différencier quel type de bruit, insuffisance, rétrécissement, tricuspide, mitral, aortique, artère pulmonaire, ainsi de suite, c'est en faisant allusion à ça. Vous pouvez faire l'expérience, prendre par exemple un souffle ou bien un rétrécissement, qu'est-ce que ça donne? Ils vous disent protosystolique, télésystolique, holosystolique. Chaque temps que va occuper ce bruit, par exemple pour le B1, il va déterminer une pathologie bien déterminée. À l'état physiologique, il est protosystolique. Ça va être en début de systole. Il n'est ni mésosystolique, ni télédiastolique, ni holosystolique. La même chose pour le B2, il est protodiastolique. Proto, c'est le début. D'accord? Méso, c'est le milieu. Télé, c'est la fin. Holo, c'est l'ensemble. Donc, il est il est protodiastolique. Son allongement dans le temps, c'est physiopathologique et ça reflète tel ou tel atteinte. S'il vient en fin, c'est généralement des insuffisances. S'il est proto-méso, bien holo, c'est généralement des rétrécissements. Selon le grade de la rétrécissement, qui peut être holo, soit diastolique ou bien systolique. En écoutant, au fur et à mesure, vous n'allez pas être différent. D'ailleurs, vous pouvez vous écouter, vous remarquez. Vous remarquerez qu'il y a un silence. Ce silence-là, vous devez partager entre proto-méso et télé. Ok? Si le bruit s'allonge, c'est pas normal. Il y a un souffle qui vient à l'intérieur, c'est pas normal. Et vous êtes obligé de connaître ces différentes étapes parce que vous allez décrire les événements que vous écoutez en fonction de ces étapes. D'accord? Pour l'auscultation de ces bruits-là, quand vous le voyez ici, là c'est la pulmonaire. Si je veux le voir quand la valve pulmonaire est normale, je vais me à gauche. L'aorte à droite. C'est inversé parce que anatomiquement c'est inversé. La sorte, vous allez me dire normalement l'aorte c'est le ventre gauche et la pulmonaire c'est à droite. Je vous dis oui, mais comme vous l'avez vu en anatomie, les vaisseaux vont par la suite se croiser. Mais donc, pour l'auscultation de l'aorte, c'est à droite. Pour l'auscultation de l'artère pulmonaire, c'est à gauche. Pour ce qui est de la mitrale et la tricuspide, c'est la pointe et le cinquième espace
les premiers enfants de la sur la ligne du maintenant. Vous avez le cinquième métaphosphate, vous avez votre nitrate. Donc ça c'est la chronologie des bruits en fonction de l'ECG. Pour le protoméso épélé, donc on a dit que normalement les différents composants. J'avais dit qu'il y avait un troisième bruit et un quatrième bruit. Ils sont physiologiques, on est toujours dans les conditions physiologiques. Ces bruits-là, chez l'adulte sain, on les entend pas. D'accord? Chez l'enfant, chez le vieillard, le B3, chez le sportif, de haut niveau, je peux les entendre. Le B3, s'il vous plaît, le B3 il est secondaire au remplissage rapide. Le B3, c'est le remplissage rapide. Qu'est-ce qui se passe dans le remplissage rapide? On avait dit le sang sous tension, le ventricule et a fini sa relaxation, et l'arrivée du sang massif. C'est un remplissage rapide. L'action du sang sur la paroi, chez l'enfant, la paroi n'est pas chez le vieillard, s'il y a une dilatation, ça peut changer. Ce sang-là, cette percussion du sang sur la paroi, on peut l'éviter chez certains sujets. Normalement, à partir de 10 ans, elle n'a plus à être. Vous allez le voir en pédiatrie, vous allez dire non, il y a plus de bruit, il n'y a pas seulement le B1 et le B2. C'est physiologique, B1, B2, B3 chez l'enfant, inférieur généralement à 10 ans. Ça peut disparaître à partir de 6 ans. Généralement, au niveau des 2, 3, 4 ans, excusez-moi encore la paroi vérifiée, le remplissage rapide, en percutant la paroi, on peut l'écouter. La même chose pour le sportif. Le sportif, généralement, quelle est la caractéristique du cœur du sportif? Il est comment? Il est comment? Personne ne s'intéresse au sport. Elle est comment? Le corps du sportif, il est comment? En général, il est hyper trophique. D'accord? Généralement, il est hyper trophique. C'est la seule hypertrophie qui est physiologique. Le cœur de la tête de haut niveau. Et d'ailleurs, maintenant, on commence à dire que c'est pathologique. C'est la seule hypertrophie, un cœur hypertrophié, c'est pathologique. Sauf chez l'athlète de haut niveau. Athlète, commandose, ainsi de suite. Pourquoi il fournit beaucoup d'efforts? Le cœur a besoin de se contracter d'une manière énergique et donc il fournit plus d'efforts. Cette contraction énergique, on peut l'entendre chez certains athlètes. D'accord? C'est le dernier bruit en quelque sorte. Bon, les moyens d'études, c'est l'auscultation, c'est le calcul, c'est les mots, c'est le séché, c'est les moyens Papanggil ko, sinabagam sa kanina.